Le 5 juillet 1830, après 20 jours de combat, Alger tombe aux mains des Français. Le traité signé avec le Dey Hussein, garantissant aux habitants le respect de leur liberté, de leur propriété, de leur religion, est vite violé. La ville est saccagée et pillée par l'armée française. Ce forfait a un profond écho dans l'arrière-pays d'Alger qui se prépare à faire face aux forces d'occupation. À l'origine, les Français pensaient trouver un pays à l'abandon, semi-désertique, peuplé de barbares et de femmes disposées au plaisir, tel que le décrit l'aperçu historique, statistique et topographique de l'État d'Alger, petit manuel distribué aux soldats et officiers avant la prise d'Alger. La réalité était tout autre. Cette terre qu'on avait présentée comme sauvage et inhabitée est couverte de jolies maisons de campagne entourées de jardins, qui contrastent avec l'aridité des côtes de Provence, écrivait en 1833 le commandant Roset. Le général Bugeaud, artisan en fait de la conquête, s'est émerveillé devant l'immensité des terrains ensemencés et l'immense quantité de bétail produite, après avoir, disait-il, pénétré le pays dans presque toutes les directions. Avant de le qualifier de « Nouvelle Amérique ». Dès 1832, son ministre de la Guerre, M. Gérard, exprimant les appétits de la grande bourgeoisie financière et industrielle, n'avait pas attendu pour tirer les conclusions qui s'imposaient. Il faut se résigner, déclarait-il, à refouler au loin, à exterminer même la population indigène. L'idée d'une extermination de la population couplée à la colonisation des terres a donc caressé durant les 10 premières années de la conquête certains officiers militaires. Apporter des têtes. Boucher les conduites d'eau crevée avec la tête du premier bédouin que vous rencontrez, lançait le général Bugeaud à ses officiers. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans, ordonnait à sa suite le général de Montagnac avant de trouver la mort en 1845 à la bataille de la Tafna remportée par les troupes de l'émir Abdelkader. L'armée française empoisonnait les puits pour exterminer la population musulmane. Selon certains historiens, Babylone il y a déjà 3000 ou 4000 ans disposait de l'éclairage public et de jardins suspendus, d'un système de tout à l'égout et d'un système de distribution d'eau pour chaque maison et pour irriguer les cultures. En 1830, alors que les Français n'avaient ni l'eau courante, ni des toilettes, ni le tout à l'égout, les gens faisaient leurs besoins dans des seaux puis jetaient le tout par la fenêtre, ce qui aidait à répandre les maladies. Alors que l'Algérie vivait déjà dans la modernité, il y avait ainsi déjà le droit à la retraite, le chômage, les allocations familiales, l'école gratuite pour tous. L'industrie produisait des canons géants et des fusils, l'artisanat d'art était le plus réputé et prisé au monde par les rois européens. Durant le siècle qui suit son installation, la régence ottomane d'Alger, 1516 à 1832, construit 4 longs aqueducs pour alimenter en eau la Médina. Artisans du pays et ottomans travaillent à mettre en œuvre une technologie originale, méconnue, le soutrazi. Cette technique hydraulique est décrite pour la première fois par l'ingénieur et hydrographe français André Aussy, sorte de tour des vents érigée pour franchir de fortes déclivités et dont le coût de construction est 5 fois moindre que celui d'un pont-aqueduc. Cette ingénierie de l'eau puise ses racines dans l'empire arabe de Babylone, mais c'est l'empire ottoman qui la hissera au rang d'art hydraulique. Istanbul, Alep, Mazloum, 1937, Saint-Jean d'Acre, d'abord, Puerto Real, Talavera près de Cadix, Tameslot, lire le livre de Mohamed El Faiz, 2005. Pour alimenter en eau le complexe palacio-défensif de la citadelle, une série de soutrasis sont érigés. Cette eau en conduite forcée alimente dans un premier temps le kiosque-fontaine de la citadelle et son réservoir. En effet, le fort L'Empereur sous lequel chemine l'aqueduc est juché sur un promontoire à 220 mètres d'altitude tandis que la citadelle se positionne à près de 125 mètres par rapport au niveau de la mer. L'eau est ensuite distribuée en conduite libre à tout un ensemble très stratifié qui accueille le palais du Dey, la mosquée du Dey, le palais des Bey, le hammam de l'Aga, le quartier des janissaires, la mosquée des janissaires, la poudrière, le jardin d'été, un parc à autruches. L'art de construire des aqueducs à soutrasis interpelle la question de la circulation des savoirs.
Pour Alger, ces ouvrages qui n'ont intéressé ni les archéologues et encore moins les hydrauliciens du XIXe siècle, seront très tôt démolis par les colons français pour cacher l'avance et la supériorité technologique de la civilisation algérienne. Cette destruction va provoquer des famines,